Bienvenue à la Gaîté Lyrique. Et surtout, merci d'avoir répondu si présent, la salle est comble, à l'invitation de Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, et de Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée, attention, je fais très attention au titre, chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Donc cet après-midi, vous allez le voir, va être très très riche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime tous les matins une chronique sur justement le domaine du numérique et du web sur France Télévisions, sur France 2. Et donc pour moi, c'est un honneur de voir autant de personnes différentes réunies pour une même cause, qui est l'éducation numérique, le numérique éducatif. Parmi vous, il y a des confrères et des consoeurs, des collectivités, des industriels, des personnes de l'édition. Donc c'est très très riche de vous avoir tous ici ensemble. Et merci beaucoup pour cette initiative, Monsieur le Ministre. Alors, très riche aussi parce que vous allez voir, il y a des intervenants qui sont là pour débattre du sujet. Alors, je vais vous les présenter. On a respecté la parité. Alors, dans le désordre, Madame Henriette Zouguebi, vice-présidente de la région Île-de-France et animatrice du groupe Une grande ambition pour le numérique. Je vous demande aussi d'accueillir, alors, elle avait le trac, c'est une professeure documentaliste, elle vient de la région toulousaine, et je vous demande de la soutenir, parce que c'est pas évident pour elle. C'est Madame Anne Delannoy, qui est donc professeure documentaliste au collège de Lacanal, à Foix dans l'Ariège. Ça va très bien se passer, vous allez voir. À sa gauche, oui, je continue, je me perds dans mes fiches. C'est ça de ne pas avoir pris de tablette numérique. Monsieur François Monboisse, président de la FEVAD, et surtout rapporteur du groupe de travail Un système éducatif juste et efficace. Je poursuis aussi à côté de... Vous voyez, c'était pas du tout dans l'ordre. C'est ça les aléas et ça donne un peu de chaleur et de naturel à cette conférence. À côté de vous, Madame Anna Angeli, adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais. C'est bien ça, je ne fais pas d'erreur pour l'instant. Et surtout chargée de l'éducation et coordinatrice du dispositif École et Internet. À côté, alors, pas la star, mais il va beaucoup parler, il a beaucoup de choses à nous dire. Monsieur Henri Verdier, président de Cap Digital. Pour l'instant, donc Cap Digital, pour ceux qui ne savent pas, c'est 700 PME, 25 grands groupes, 250 labos qui travaillent sur le contenu et le service numérique. Et très prochainement, d'ici un petit mois, directeur d'Etalab, c'est-à-dire c'est le service du Premier ministre en charge de l'ouverture de ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les données du public. Et enfin, pour terminer, un ministre, attention, le ministre René Souchon, président du Conseil régional d'Auvergne, qui a énormément travaillé sur l'égalité des territoires et l'enjeu du très haut débit et la connexion de toutes les écoles. Voilà, merci de les applaudir. Et pour justement débattre de ce sujet et comprendre l'urgence d'agir sur tout ce qui concerne l'entrée de l'école dans l'ère numérique, je vous propose de regarder tout de suite un petit film.
Voilà, vous avez vu, ces chiffres sont assez éloquents. On se rend compte que finalement tout le monde est connecté chez soi et que c'est important de réguler ses usages dans le monde de l'éducation. On a, en préparant ce petit débat, beaucoup échangé entre nous. Et Madame Angeli, justement, vous avez travaillé énormément sur ce lien entre enseignants, famille, et comment justement le monde numérique pouvait aider à améliorer l'enseignement, non seulement à l'école, mais également, on a vu, c'est un plaisir pour les enfants d'avoir des tablettes, de travailler grâce au numérique. Ça n'empêche pas d'avoir des vrais livres, mais on sent, avec les chiffres qu'on a vus, mais même dans les usages que l'on côtoie, que l'enfant est tout de suite beaucoup plus sensible dès qu'il utilise le numérique pour apprendre et pour s'instruire. Donc comment, justement, tisser un lien fort entre parents, enseignants et enfants? Oui, donc ce que ça montre surtout, c'est qu'il y a urgence, mais je crois que bien ici, dans cette salle, tout le monde en est conscient, urgence pour rattraper ce retard national, et urgence pour consolider un partenariat entre nous, collectivités locales, collectivités territoriales, et l'éducation nationale, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, pour les villes qui ont commencé déjà à travailler sur des plans école numérique, bien évidemment, la nécessité, c'est d'évoquer les usages avant l'équipement, puisqu'on ne pourra pas suivre à équiper tout le monde, et travailler bien évidemment sur le lien social, le lien avec les familles, avec le dans et le hors l'école. Et moi, par exemple, dans une cyberbase que l'on a montée au sein de l'école avec la Caisse des dépôts, on a monté des ateliers pour les parents, parce que c'est indispensable de savoir tout ce que ça entraîne comme modification dans les savoirs pour les enfants, mais aussi que les parents puissent accompagner et mieux accompagner leurs enfants à la maison. Alors mieux accompagner, c'est suivre ce qu'ils font, mais c'est aussi ne pas mettre un ordinateur connecté quand on a 8 ans dans sa chambre. Donc c'est des choses comme ça. Quand vous parlez, souvent justement, quand on parle de tout ce qui est lié à l'éducation et au numérique, on pense aux équipements. Et donc vous insistez vraiment sur l'usage. Et vous me disiez tout à l'heure, même avec pas grand-chose, avec un smartphone, si l'usage est bien fait, on peut transmettre et enseigner. Oui, il y a un enseignant qui faisait partie des enseignants innovants de l'année dernière et qui avait expliqué dans une classe dans le 13e qu'avec son smartphone, donc on ne cite pas de marque parce que voilà, et il travaillait sur l'apprentissage à la lecture avec des enfants de CP et qu'il avait pour l'instant demandé rien d'autre aux élus pour un équipement supplémentaire. Donc les usages bien avant les équipements et surtout de la concertation avec les équipes enseignantes et un vrai besoin d'un appui de l'IEN. Je pense qu'ici, tout le monde sait ce qu'est un IEN, mais c'est absolument indispensable que ça redescende. Vous pouvez le rappeler quand même. Voilà, un inspecteur de l'éducation nationale, celui-là, il n'a pas changé de nom, mais c'est un maillage essentiel pour travailler sur, justement, un équipement progressif lié avant tout aux usages et aux besoins des enseignants, mais aussi, comme je disais, hors l'école, c'est-à-dire associer les parents, associer les animateurs, etc. Et justement, alors c'est peut-être l'occasion de faire réagir Anne Delannoy, vous qui êtes professeure, documentaliste. Vous me disiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'information aux médias, l'éducation aux médias, et c'est important de former les élèves à ces nouveaux usages, parce que ça va un peu dans tous les sens. Oui, donc ce que je souhaitais rappeler, c'est donc que cette éducation aux médias et à la maîtrise de l'information qui a toujours été essentielle dans notre enseignement et de plus en plus au cœur des apprentissages suite à cette prégnance du numérique dans l'éducation et surtout dans les usages des élèves. À travers la mise en œuvre d'une éducation aux médias et à la maîtrise de l'information, nous pouvons nous baser sur les pratiques des élèves pour les intégrer dans notre enseignement. Et donc, à partir de là, on crée une connivence avec l'élève et on crée un transfert en fait, de compétences personnelles vers un usage scolaire. Donc, il y a un effet sur la motivation de l'élève et un effet sur le rapport élève-enseignant important.
Et du point de vue des enseignants, justement, c'est aussi une façon pour vous de mutualiser vos méthodes d'enseignement, vos sources. Comment réagissent vos collègues? Est-ce que, justement, il y a une réelle unité ou parfois vous vous battez un peu parce que certains sont plutôt pour introduire le numérique et partager surtout leur base de données et d'autres sont plus réticents? Alors là, je pense que le maître mot, c'est à la fois bienveillance et mutualisation. Bien entendu, c'est un défi majeur de l'école pour les années à venir, mais les enseignants innovants doivent être bienveillants envers l'ensemble de la communauté éducative et partager, mutualiser leurs pratiques. C'est ce qui me semble le plus important. Alors je sais que Monsieur le ministre a beaucoup de choses à nous annoncer sur la formation des enseignants, mais je pense qu'il va falloir s'appuyer sur les enseignants dans les établissements et créer un réseau d'établissements, un réseau qui puisse permettre en fait de partager l'innovation. Voilà. Et que l'innovation ne doit pas être décrétée en un point pour redescendre, mais elle doit être construite et partagée. Voilà. Je pense que le collaboratif, là, grâce au numérique, montre vraiment son efficacité. Voilà. Et je milite justement dans mon secteur pour la création d'une intelligence collective entre les enseignants et pour la création ensemble de contenus et de méthodologies. Oui, voilà. Parce que vous nous disiez... Merci, vous nous disiez tout à l'heure que c'était pas toujours évident, qu'il y avait, on peut le dire, une concurrence entre vous et que c'était important justement d'être très soudés parce que vous avez rencontré ça, vous étiez très en colère d'ailleurs tout à l'heure en parlant, donc vous pouvez l'exprimer de la même façon. Quand je disais une concurrence entre nous, c'est bien entendu pas une concurrence entre enseignants, mais c'est une concurrence, attention, le mot de concurrence là est fort, mais c'est c'est une concurrence entre les services. Et là, je pense qu'il y a un réel effort à faire de concertation entre les différents services. Alors quand je parle de services, je parle de rectorat, je parle de CRDP, CNDP, et je parle de la base et des enseignants. Je pense que là, il y a de nombreuses personnes qui travaillent de façon séparée et qu'il y a des projets qui sont parallèles et qui devraient se croiser, qui devraient se faire ensemble. Et je pense que là, on perd à la fois des moyens financiers et à la fois de la matière grise, en faisant les projets plusieurs fois au sein de la même maison. Voilà. Et je vois Monsieur Henri Verdi qui sourit. Vous qui êtes justement habitué à travailler sur les réseaux, vous avez écrit un livre sur la multitude. Qu'est-ce que vous pensez justement que c'est très important aussi qu'il y ait cette mutualisation, que les forces soient unies et qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un dispositif numérique pour l'éducation? Beaucoup. Moi, j'aime bien rappeler, beaucoup le savent ici, parce qu'il y a beaucoup d'amis, l'imaginaire qui a présidé à la manière dont on a organisé l'école, c'est celui de la révolution industrielle, la taylorisation. Et aujourd'hui, on va devoir inventer une organisation qui soit dans les techniques, les méthodes, les outils et les imaginaires du numérique. Sans doute un des aspects les plus importants de cette révolution numérique, c'est que nous sommes tous éduqués, équipés, on a une puissance de production chez nous comme on n'en a jamais rêvé, et connectés, mis en réseau, capables d'inventer des organisations coopératives, etc. Ça a deux conséquences. La première, c'est la force incroyable de la multitude, oui, ce que nous pouvons produire ensemble, d'intelligence, de ressources, etc. Et puis il ne faut pas sous-estimer qu'il y a une deuxième conséquence, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement capables de capter à leur profit cette puissance de la multitude. Et donc j'aimerais insister sur une deuxième caractéristique de l'ère qui naît, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu en une de Forbes le mois dernier, il y a des gens qui disent le prochain marché à $1 milliard de dollars, c'est l'éducation, et qui vont investir à la manière dont on investit dans la Silicon Valley, avec le professionnalisme, la rigueur d'exécution, la vitesse qu'on a vue chez Google, chez Facebook, chez Amazon. C'est aussi parti pour l'éducation. Et les deux sont les revers de la même médaille. Il y a une telle puissance de création dans la société qu'on peut en faire levier pour la société ou on peut en faire levier pour le privé. Et justement, quand vous parlez de tous ces réseaux, vous êtes plutôt favorable justement à ce que les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, prennent une part plus importante dans l'éducation. On parlait notamment des professeurs qui ont créé des comptes Twitter ou des pages Facebook pour l'école. Est-ce que pour vous, ça, c'est une chose positive et comment la maîtriser? Parce que c'est toujours le problème de ces réseaux, c'est de ne pas
écrire le poste de trop, de bien éduquer les élèves en amont? C'est aussi des questions très compliquées. Il y a 10 ans, on aurait titré « Il faut faire entrer le numérique dans les écoles ». Donc là, on évite ce problème. On dit « Il faut que l'éducation rentre dans la société numérique ». Et moi, j'aimerais mieux dire « Il faut que l'éducation utilise les outils de son époque pour sa propre réforme ». C'est-à-dire le projet, il est éducatif d'abord, il n'est pas d'entrée dans le numérique. Alors évidemment, il faudra, aujourd'hui, dans les outils, savoir travailler avec les réseaux sociaux, savoir travailler avec avec une grande communauté d'enseignement, incluant les parents, des chercheurs. C'est évidemment un plus, mais si on le fait à l'intérieur d'un projet éducatif. J'aime bien insister, parce qu'on l'a tous vu dans de nombreuses organisations, une technologie n'apporte jamais d'efficacité si on ne change pas aussi une organisation. Si on prend une usine du 19e siècle et qu'on y met des ordinateurs et qu'on garde les rapports sociaux, les rapports de production, etc., ça ne changera rien. Donc c'est quand on change la nature des rapports de production, des rapports sociaux, des rapports hiérarchiques, que l'ordinateur change complètement la manière dont on organise une usine. Vous n'êtes pas une usine, bien sûr, mais c'est mutatis mutandis la même chose, quoi. Je vois Monsieur Verdier à côté de vous Monsieur Verdier, pardon, excusez-moi. Monsieur Souchon, Monsieur le ministre, qui acquiesce et qui sourit à vos propos, Monsieur Verdier. Je les approuve. Vous les approuvez. Vous êtes un modèle en matière de politique Internet, éducative, de haut débit. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que vous avez fait dans la région d'Auvergne et surtout quelles sont vos attentes aujourd'hui en matière d'éducation numérique et de numérique éducatif? Bien, pour faire simple, dans une région qui n'avait pas une image extraordinaire, dont il fallait changer cette image pour attirer des populations nouvelles, dès 2006, j'ai fait avec mon équipe le choix d'un saut important dans le futur. Et j'ai dit, le numérique doit être le levier du développement de l'Auvergne. Je veux prendre de l'avance, nous voulons prendre de l'avance sur les autres. Donc on joue à fond cette carte. Nous avons réussi à arrêter les départements qui partaient dans leur réseau d'initiative publique. Nous les avons fédérés autour de la région. Et première étape, fin 2009, nous avons été la première région européenne entièrement couverte par Internet haut débit. Sachant que le haut débit, en zone rurale, ça commence à 512 kbps, donc c'est pas terrible. Mais ça existe partout. Et puis nous sommes immédiatement partis sur le très haut débit. Et aujourd'hui, nous sommes en fin de dialogue. Nous, régions, en ayant associé tous les départements, les agglos, l'État, donc c'est une maîtrise d'ouvrage régionale, nous sommes en fin d'un partenariat, de dialogue d'un partenariat public-privé qui va nous amener, si tout va bien, pour l'instant ça va très bien, à déployer à partir de juillet 2013, notamment de la fibre optique, c'est l'objectif final, en utilisant toutes les technologies alternatives pour arriver en 3 phases à avoir du très haut débit, du 100 mégabits partout. Dès la fin 2017, nous aurons en Auvergne, à minima, tous les foyers à 8 mégas, tous, 100%. Nous aurons 100% des lycées à 100 mégas, fin 2017. Nous aurons 100% des collèges à 4 mégas minimum, mais la majorité sera à 100 mégas. Et toutes nos écoles primaires, et j'insiste là-dessus, seront également couvertes, y compris s'il le faut, par des dispositifs intermédiaires satellites que nous paierons. J'insiste là-dessus parce que je suis d'accord quand on dit les usages. Bien sûr, on fait tout ça pour les usages, mais il n'y a pas d'usage s'il n'y a pas les infrastructures. Quand on est dans une zone dense, on n'a pas ce souci à avoir. Excusez-moi de vous interrompre, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on voyait ensemble. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que quand on est dans une zone dense, on est ici à Paris, on n'a pas à se soucier des infrastructures. Le marché les amène. Quand on est dans une zone à 50 habitants au kilomètre carré avec beaucoup de zones non denses et rurales, s'il n'y a pas l'initiative publique, ça ne marche pas. Et donc attention à la fracture territoriale. Fracture territoriale, fracture sociale, elles existent de toute façon. Faisons en sorte que le très haut débit résorbe ces fractures et non pas les accroisse. Voilà. Mais justement, vous, quelles sont vos attentes? Vous avez envie d'être en matière éducative. En matière éducative, vous avez envie d'être un modèle, justement, avec toutes les infrastructures que vous mettez en place. Vous me disiez tout à l'heure, il y a quand même... Vous contaminez de manière positive les autres régions. On vient vous voir. J'espère, oui.
J'espère qu'on les contamine. Parce que je fais partie de ceux qui pensent... La Bretagne était en train de vous suivre et que vous étiez en train de... la Bretagne aussi met en place une maîtrise d'ouvrage régionale du déploiement du très haut débit, en effet, avec un système un peu différent, un syndicat mixte, mais peu importe, c'est l'apportage administratif. Donc qu'est-ce que vous attendez? Parce que là, quand on vous écoute, on ne veut pas être un modèle, parce qu'un modèle, on n'est pas un modèle pour un modèle. On a une ambition, en l'occurrence, pour sa région. Quand on a une ambition pour sa région, on l'a pour les territoires et on l'a pour les habitants de ce territoire. Donc l'éducation est majeure, surtout partout, et il ne faut laisser personne de côté. Je considère que le numérique à l'école, du primaire au lycée, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il faut, comme me le disait M. Verdier, c'est pour ça que je souriais, utiliser les outils qu'il y a dans la société. Alors, quand on dit ça, on dit c'est naturel. Non, je dialogue tous les jours avec des professeurs, des enseignants, je vais dans mes lycées voir comment ça se passe. Il y a encore de la réticence, même si ça bouge beaucoup. Nous avons de l'environnement numérique de travail dans tous nos lycées, tous nos collèges d'Auvergne, parce qu'on a travaillé ensemble, région, département. Mais l'utilisation, l'année dernière, sur l'évaluation que nous avons faite, l'évaluation montre que dans les lycées, les réticences à l'utilisation pédagogique du potentiel sont énormes. Et elles ne sont pas forcément là où on les croit. Non, il faut voir les réalités. Donc bien sûr qu'il y a des tas de problèmes derrière. Il faut former les professeurs et il faut changer l'organisation, ce qui prendra beaucoup de temps. Mais c'est qui m'amène aussi, quand je dis changer, à pester parfois un peu contre les éditeurs. Je sais qu'il y en a dans la salle, c'est pour ça que je le dis. Et justement, formulez vos demandes, profitez-en. Parce que utiliser les ressources numériques, c'est pas prendre le manuel papier et en faire un manuel numérique. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, j'emploie le terme à dessein. Donc nous essayons, avec le recteur de l'académie, Madame la rectrice, la région, de mettre en place, on a un comité de pilotage commun du numérique éducatif, et on met en place un schéma du numérique régional pour l'équité territoriale, et on souhaite être reconnu comme un territoire, non pas modèle, ça n'a pas de sens, pilote, expérimental, pour pouvoir booster le système. Et justement, alors, vous, Madame Zouguebi, qui êtes vice-présidente de la région Île-de-France, comment vous voyez les choses? Quelles sont aussi vos attentes? On a parlé aussi de logiciels libres tout à l'heure et de cette ouverture, parce qu'il y a des éditeurs qui sont présents dans la salle. Vous pouvez aussi faire passer vos messages et de ce besoin de partager librement les contenus. D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Verdier tout à l'heure. À la fois, on a besoin d'un projet éducatif, mais évidemment, il va dans le sens d'un projet de société. Et moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que notre société aille vers plus d'égalité et donc vers plus de réussite pour tous nos enfants, donc y compris ceux des milieux les plus populaires. Ça me semble extrêmement important. Et comment on peut s'appuyer sur ce qui est en train de se passer à l'école et sur la révolution finalement informationnelle que l'on connaît dans la société? Je pense que ça, c'est notre question profonde. Donc moi, ce que je vois comme question importante, c'est d'abord que les ministres portent une véritable ambition et que l'État donc porte une véritable ambition. Pour moi, c'est très important. Et je pense que les collectivités territoriales peuvent bien évidemment accompagner cette ambition dans laquelle nous nous reconnaissons pleinement. La deuxième chose qui est pour moi importante, c'est ce qui est à l'ordre du jour. C'est un partage des savoirs et des pouvoirs. C'est ce que nous permet le numérique. D'abord par sa forme coopérative. Et donc là, ce que je dirais en rebondissant sur ce que vous avez dit à l'instant, c'est que la chance que nous avons devant nous, c'est que les enseignants deviennent de vrais concepteurs. Et tout le projet coopératif vise à en faire de vrais concepteurs. Vous vous rendez compte la force de démultiplication du point de vue pédagogique que cela représente. On n'est plus simplement dans une structure descendante, mais aujourd'hui, c'est possible qu'à un projet finalement éducatif, tout le monde, tous les enseignants, toute la communauté éducative puissent participer. Et l'autre point qui est fondamentalement neuf pour moi, et au niveau des lycées, c'est fantastique ce que ça ouvre, c'est que les élèves aussi puissent se retrouver dans une autre relation au savoir et
au pouvoir, je crois que c'est quand même une notion importante, c'est aussi un outil formidable pour avancer sur de l'esprit critique, pour avancer sur une démocratie à l'intérieur du lycée, toutes choses qui nous tiennent à cœur. Et moi, ça me tient profondément à cœur. Et finalement, la question du livre, c'est pas contre les éditeurs. Je crois que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir marier différentes formes de rapport au numérique. Les éditeurs ont complètement leur rôle. Je veux dire, on a besoin à un moment donné que tout ça structure, et l'éditeur, à condition qu'il apporte un plus intellectuel, évidemment, est aujourd'hui tout à fait important. Ce que permet le libre, c'est justement, et c'est pour ça que la région Île-de-France, et on est bien complémentaires avec mon collègue, on a mis en place pour les espaces numériques de travail un logiciel libre, c'est pour que toutes les collectivités qui veulent s'en saisir puissent le faire. On est donc à nouveau dans une notion de partage à laquelle je suis personnellement très attachée, et notre région est très attachée à cela. Je crois que c'est comme ça qu'on avancera avec toutes les dynamiques qui se mettent en place. Et ça veut dire qu'au niveau de la gouvernance générale, eh bien, on a besoin là aussi d'être dans un vrai partenariat. On a vu tout à l'heure les universités nous proposer des thématiques formidables et des éditeurs les développer. Donc il est possible et on a besoin que la recherche en pédagogie, la recherche en informatique soit concernée, comme les collectivités, comme l'État, et je dirais comme effectivement aussi le secteur privé dans ce qui participe à un effort national. Et Monsieur Monbois, vous voulez réagir? Ah si, au contraire, c'est un débat. Hein. C'est un débat. Vous êtes là pour échanger. Je réagis à plusieurs choses. Donc, l'idée, évidemment, que l'école peut être un lien social aussi sur un quartier. Donc, avec Madame Zoguebi, on vient du même territoire, la Seine-Saint-Denis. Et on ne va pas parler de toutes les choses qui fâchent Monsieur le ministre ici, mais évidemment, pour les élus, il y a un vrai besoin de soutien, comme j'ai dit tout à l'heure, et on est toujours face aux difficultés grandissantes de la gestion de nos budgets et des difficultés des familles, surtout, à gérer des priorisations. Et donc, c'est pour ça qu'on attend vraiment vos annonces pour ce qui est du soutien aux collectivités, qui ont aussi un problème de formation. Les élus locaux, peut-être pas dans les régions, mais les élus locaux n'ont pas tous encore compris les enjeux du numérique et la nécessité, non pas d'équiper, comme je disais, mais de bien concerter sur la question des usages avec tout le monde. Et aussi sur la difficulté de connaître l'expertise technique, l'expertise sur la ressource, et là aussi, je pense qu'il va y avoir des annonces, mais on a vraiment besoin de ce partenariat décentralisé, de travailler régulièrement, d'avoir des évaluations sur les usages. Nous, on a fait une enquête, ce soit sur les équipements des enseignants avec TNI, mais aussi les équipements des foyers pour savoir un petit peu justement à quoi on pouvait répondre sur des enfants qui n'avaient pas accès aux outils numériques, etc. Donc voilà, un petit peu de piste de travail. Je crois que M. Verdier voulait réagir. Un tout petit mot, parce que j'ai déjà entendu quand même que les profs ne s'emparaient pas assez vite des technologies numériques, que les éditeurs ne disruptaient pas assez, qu'on ne laissait pas assez de jeux pour que les profs créent eux-mêmes des ressources et des logiciels libres. Si on revient à cette idée, pas de vraie amélioration sans réorganisation. Évidemment, la promesse du numérique, par exemple, c'est de personnaliser les parcours, de rendre nos enfants plus autonomes, de leur apprendre à se forger un savoir tout seul, à travailler en équipe, d'être créateur, d'être capable de livrer des choses à la société. Si vous étiez chargé de préparer une classe au bac et vous avez quelques heures par semaine pendant un an pour leur faire un concours qui, lui, ne valorisera pas d'être créateur, de savoir travailler en équipe, de savoir être autonome, etc., est-ce que vous ferez vraiment le détour par l'écran? Est-ce que vous allez vraiment... C'est ça le point d'une réforme qui doit être aussi une réforme des organisations. Si les profs de sortie ne privilégient pas tout ça, les profs, ils prépareront quand même les enfants au bac, quoi. C'est quand même leur boulot. Donc c'est une réforme générale. Pour vous, ça passe par une réforme générale de tout le système éducatif. Monsieur Monbois, je crois vous allez pouvoir réagir justement à tout ce que vous avez entendu. Vous avez une vision peut-être un peu plus globale, puisque à l'origine, vous êtes président de la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Vous avez travaillé avec des enseignants sur un rapport justement concernant le numérique et l'école. Quelle est votre vision des choses ? Ma vision, si je devrais résumer, c'est désir, diversité. C'est-à-dire qu'il y a un énorme désir de tous les gens des groupes de travail de passer au numérique. Pour toutes les raisons qui ont été très bien dites dans le film, qui est qu'en gros, les enfants sont dans le numérique dans toute leur vie. Et comme l'a dit quelqu'un, le seul moment de la journée où il n'y a pas de numérique, c'est l'école, ce qui est aberrant. Et aussi, c'est les enfants qui, dans leur vie d'adulte, seront complètement dans le numérique.
Et puis, comme ça a été dit, les enseignants sont des gens qui sont eux-mêmes très internautes, enfin très au courant. Et en même temps, diversité extrême, ça a été rappelé dans tous les groupes où j'étais, entre les classes de ma voisine ou au lycée Henri IV, pour caricaturer. Diversité des moyens des familles aussi. Il y a des familles où il y a des ordinateurs, comme le dit Henriette, des familles où il n'y a rien. Même si tous les enfants ont plus ou moins un smartphone vers 15 ans. Ça, au niveau des enfants, ça va, mais pas des familles. Le chiffre est éloquent. Voilà. Et puis diversité au niveau des réseaux. Hein. Il y a des lycées où il y a du réseau, il y a des écoles primaires qui sont souvent dans des villages où il n'y a rien. Donc face à tout ça, et puis je crois que les gens ont conscience de ce qu'a exprimé Henri, c'est-à-dire que le numérique est une véritable révolution. Moi je pense même plus qu'industriel, je suis d'accord avec ce que dit Serre, c'est-à-dire c'est une révolution de la transmission de la connaissance. Et donc il y a un peu un effroi vis-à-vis de cette révolution. Parce qu'on demande à 900 000 personnes, en gros, de changer la façon de travailler complètement, du jour au lendemain, parce qu'il y a aussi une diversité qui est énorme et qu'on ne changera pas, c'est l'appétence des enseignants vis-à-vis du numérique, qui n'est pas forcément une question d'âge, mais il y en a qui ont un peu peur, et c'est logique. Oui, on discutait justement de c'est ça. tout à fait normal, on leur dit en gros que tout le métier va changer à 100%. Et puis il y en a au contraire qui sont en avance, comme ceux dont parlait ma voisine, qui font des classes avec Twitter, les enseignants innovants dont a parlé le ministre ce matin à la radio, et ceux-là, ils ont un peu le sentiment aujourd'hui qu'on les freine, qu'on les bride, qu'on les empêche d'avancer. Et je pense qu'il faut donc à la fois faire un socle commun, je dirais, pour monter tout le monde, mais aussi encourager ceux qui innovent et s'appuyer sur eux pour développer des choses. Tout le monde n'aura pas envie de faire des cours, d'être créatif sur les 900 000. Il faut s'appuyer sur ceux qui sont bons et qui en ont envie. On parlait justement avec Anna Angeli tout à l'heure de l'importance d'autoriser tous ces smartphones en classe et de ne pas essayer de... Oui, au collège. Pas en maternelle, a priori, ils n'en ont pas encore. Mais d'autoriser justement l'utilisation et voilà, de ne pas le diaboliser. Aujourd'hui, ça reste pour certains professeurs diabolique d'allumer un portable en cours, alors que en prenant les élèves à contresens, ça peut être un moyen de les intéresser. Ce qu'on leur dit, c'est un petit peu normal parce qu'il ne s'agit pas de faire vibrer ou de téléphoner pendant la classe, mais on leur dit de ranger leur téléphone au collège, alors qu'on sait qu'il y a un vrai problème, surtout avec cette tranche d'âge-là, c'est qu'actuellement, ils s'ennuient beaucoup en cours. Et ceux qui ont la capacité, parce qu'à la maison, il y a des livres, il y a de la culture qui circule, etc., ben, ils sont tout à fait autonomes pour s'auto-éduquer tout seuls avec ces outils numériques. Et les autres, ben, ils continuent d'être à la traîne et on arrive à 150 000 élèves chaque année qui sortent du système éducatif. Donc oui, ces outils, ça éviterait aussi aux collectivités d'équiper, parce qu'on n'arrivera jamais à un ordinateur par élève, ça, il ne faut pas se leurrer, mais justement... l'innovation éducative, l'innovation sociale, on est tous dans le même bateau et on peut réfléchir justement avec les outils qui sont à disposition pour travailler sur les langues. Il y a le labo des langues, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des marques que je ne citerai pas, où le labo langue, on l'utilise avec des smartphones ou des trucs à musique, là, vous savez. Donc, bien évidemment, il faut avancer là-dessus parce qu'on ne s'en sortira pas. Et comme disait Madame, sur la question de séquences pédagogiques mises en ligne par les enseignants, mais bien évidemment aussi par les élèves. Et je pense qu'ils sont très créatifs. Pour qu'il y ait une réelle interactivité entre le corps professoral et les élèves. Tout le monde veut réagir. Alors... C'est une blague, mais on m'a témoigné à plusieurs reprises, il y a une nouvelle compétence géniale qui fleurit dans les écoles, c'est envoyer un SMS sans regarder l'écran. Donc les ados, maintenant, savent très bien tweeter ou envoyer un SMS sous la table. Sans faire de faute d'orthographe ou pas? C'est souvent le problème. Je voulais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit et qui renvoie à la demande d'expérimentation que je formulais tout à l'heure. Nous ne pourrons pas faire avancer tout le monde à la même vitesse. C'est impossible. Parce que M. Verdier a raison, il faut changer l'organisation. Puis il y a travailler avec la culture, il y a des plus âgés qui sont très à l'aise, des plus jeunes qui ne sont pas à l'aise du tout. Il faut jouer la valeur d'exemple. Et il y a assez de gens malheureux ici ou là, et il y en a dans l'éducation nationale, parmi les profs, sans qu'on crée des difficultés psychologiques énormes. Donc je crois qu'il faut créer le mouvement à partir de l'expérimentation. C'est un message que je lance au ministre. Il faut pouvoir, en zone urbaine, en zone rurale, lancer une multitude d'expérimentations, mais quand on expérimente, il faut évaluer. Il faut évaluer en permanence. Après, on retient ce qui est bon et on élimine ce qui est mauvais. Et je vais terminer simplement, mais pour dire aussi que dans ces expérimentations, n'oublions jamais les petites communes
rurales, elles m'ont demandé de passer ce message. C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, on va leur apporter le débit. Mais les maires, ils me disent, moi, je ne peux pas acheter le matériel. Comment je fais? Donc là, c'est une question qui est posée. Bon, on peut avoir la même chose dans des quartiers dits sociaux, où il y a des problèmes. Mais là, on est en ville, donc c'est plus facile de le régler. Dans mes lycées, je demande à tous les proviseurs, lorsqu'il y a un élève ou deux par classe, parce que c'est pas plus que ça, qui n'a pas l'ordinateur et la connexion Internet à la maison, de régler le problème. C'est-à-dire on a assez d'ordinateurs, on en a 1 sur 2 dans nos lycées, un ordinateur pour 2 élèves dans nos lycées, sans compter les ordinateurs personnels. C'est très lourd d'en prêter. Mais je pense que l'équipement est un problème, et puis derrière, il faut aussi penser à la maintenance. Voilà. Je crois que Madame Zoghebi, vous vouliez réagir. Juste un mot pour dire que le smartphone, ce n'est pas le problème du smartphone, c'est ce qu'on en fait en réalité. Et je pense que dès qu'on est sur l'éducatif, il ne faut jamais oublier la finalité. Parce que, par exemple, par rapport à nos enfants de milieux populaires, où ça pourrait être pareil d'ailleurs pour certains de milieux ruraux, on pourrait se dire qu'on peut baisser l'exigence. Et que avoir accès à la technologie, ça serait déjà bien. Moi, vraiment, le souhait, c'est qu'on se serve de ces technologies pour que tout le monde atteigne les mêmes niveaux de compétences et de connaissances. C'est ça l'enjeu de notre société, parce que quand même le développement... Vous pensez que ça peut aider à réduire justement la fracture qui existe sociale entre les différents élèves et leur permettre une meilleure intégration par la suite? À condition qu'on ne pense pas, par exemple, que ceux des milieux les plus privilégiés s'auto-éduquent. C'est pas vrai. C'est eux qui ont le plus d'accompagnement à la maison, et ceux qui vont dans les lycées où il y a les professeurs les plus anciens, etc. Donc je pense qu'au contraire, il faut considérer aujourd'hui que les enfants des milieux populaires, il faut réellement les accompagner. Et puisqu'on parlait de Seine-Saint-Denis ou de milieux ruraux, je me dis que vraiment, il y a un enjeu qui est vraiment l'enjeu démocratique, qui est complètement à cet endroit-là. On a une chance, c'est que le numérique nous pousse à bouger, les organisations nous poussent, y compris du point de vue économique. Je dirais, on est en Île-de-France, juste un mot, il y a 300 000 emplois sur le numérique dans cette région, donc quelque chose de considérable. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne déciderait pas, puisque les 2 ministères, je crois, en tout cas je suis attentive aux annonces qui seront faites, ont l'intention de pousser vraiment en avant cette idée de lycée, y compris expérimental, en tout cas de lycée du numérique, où on pourrait avoir, parce qu'on sent bien qu'il y a besoin, sur les usages pédagogiques, de faire de l'expérimentation, sur les rapports avec l'industrie, de faire des expérimentations et d'avoir la recherche avec nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser sur quelques territoires divers, effectivement, une première expérimentation, sans jamais oublier qu'il faut aller vers la généralisation. Et c'est vrai que ça nous renvoie, y compris par rapport à ce que disait à l'instant, ce que vous disiez, qui est la question de la maintenance. Évidemment, pour les régions, bon, d'abord, je pense que vous êtes comme moi, chaque fois qu'on fait une réunion de proviseurs ou avec les recteurs, ils nous reposent la question de la maintenance, c'est bien normal. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on réponde à ce sujet pour que ça marche, tout simplement. Mais si on veut y répondre pour que ça marche, quand on a 469 lycées, c'est quand même quelques emplois, plusieurs centaines d'emplois qu'il va falloir mettre là. Donc la question, c'est dans quelles conditions les choses se font pour les rendre possibles, parce que là aussi, on a une attente qui est de dire les régions, elles ont envie d'y aller à fond, de soutenir le ministère à fond, mais à une condition, c'est qu'on leur en donne les moyens. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'air tous d'être très très motivés et assez positifs malgré tout sur le dispositif à mettre en place. Monsieur Monboisse, peut-être vous pourriez conclure un peu cette table ronde. Est-ce que par rapport à ce qu'on disait, vous pensez, et notamment au sujet de la maintenance, ça peut être aussi une maintenance faite à distance. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Verdier. Aux États-Unis, la maintenance se fait à distance. Les universités américaines n'ont que 2 personnes pour s'occuper de tous les ordinateurs et de tous les systèmes du corps enseignant. Donc, globalement, pour répondre à cette question, après, de manière plus globale... À conclure sur la maintenance quand même. Non, je pense que c'est un problème important parce que je sais, ça a été repris dans les ateliers, que c'est souvent l'irritant numéro 1, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une démo, ça ne marche pas.
Et les élèves rigolent en disant le smartphone du professeur ne marche pas, ou il y a un filtre, puisqu'il y a des filtres dans les lycées, c'est une question qui est revenue souvent, et donc les élèves goguenards disent prenez mon smartphone, moi j'ai du réseau. Bon, ça, il faut qu'on le règle aussi. Non, pour conclure, ce qui est positif, c'est qu'il y a une énorme volonté, j'ai dit, qui était vraiment dans tous les groupes d'y aller. Il y a, à mon avis, une crainte, parce que ce qu'a dit Henri Verdier est vrai, les gens sentent bien que c'est très compliqué et on ne bouge pas 900 000 personnes comme ça. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut à la fois une volonté du ministre, et elle est là, et des ministres, et c'est très bien. Alors, je vois que tous ceux qui sont présents à cette table ronde s'adressent droit dans les yeux. Bien sûr, non mais c'est fondamental. À monsieur le ministre. Donc... C'est fondamental pour un changement qui est un peu anxiogène, que le personnel sache que les ministres sont avec eux, les soutiennent, et après avoir un socle commun pour tout le monde, et aussi favoriser ce qu'a dit tout le monde de l'expérimentation. Ne surtout pas brider ceux qui expérimentent, pour la raison qu'il faut que tout le monde ait la même vitesse. Non, il faut que tout le monde ait la même vitesse, ça ira doucement parce qu'il y a 900 000 personnes, et qu'on profite des expériences des innovants. Merci beaucoup, merci à tous.